t'es arrivé à créer une adresse dans un no man's land gastronomique, c'était un peu ça à l'époque. Ouais. En partant de rien, si ce n'est de sa conviction d'avoir l'envie de faire et de bien faire. C'est ça. C'est pas mal. Et puis après, on avait aussi le choix des vins qui était très poussé. Et même à l'époque, à Boulogne, on s'est dit, voilà ce qu'on a envie de donner aux gens, leur offrir. On connaissait. Alors, parlons de comment il s'appelle, Pudlowski. Il débarque juste avant un service. Je me souviens, tu sais, on était des jeuneaux entre guillemets, genre on débutait le métier. Il débarque juste avant un service à 10h30, 11h. Il me dit, ouais, bonjour, je viens pour un article pour, je sais plus si c'était l'Express ou je sais plus où il a travaillé. Et il me dit, voilà, parlez-nous de votre cuisine et tout. Je suis désolé, il y a le service qui commence, machin. Il me dit, ouais, mais alors, c'est soit dans l'article, à l'époque, on s'est dit, bon, il faut quand même se faire connaître, donc on va faire un petit effort rapide. Il a regardé les vins, il a fait, ok, qui vous fait la carte des vins, là? Je dis, on l'a fait nous-mêmes. Il dit, non, alors je reconnais, je vois les agents qui font ça et tout. Je dis, ah non, vous pouvez me poser n'importe quelle question, on connaît tous les cépages, les régions, l'endroit où c'est, on connaissait chaque vigneron un par un, on est allé les voir un par un. Et bref, tout ça en fait, mais c'est anecdotique, mais c'est le genre d'expérience qui me fait comprendre qui je suis aussi et pourquoi je le fais. Parce qu'il s'agit de se défendre et de défendre son intention et son geste à ce moment-là. Et de dire en fait, alors c'est quoi le préjugé? Alors ça va être les mêmes préjugés parce que je suis autodidacte, parce que je suis jeune, parce que... Cette anecdote, elle est pas inintéressante parce que tu te retrouves à devoir défendre ton intention, ton projet, et c'est ce genre de moment un petit peu marquant où tu te dis, ok, où est-ce que je me situe? Comment je dois traduire mon intention? C'est pas rien en fait à ce moment-là, de se défendre en fait, pas au sens où on est attaqué, mais de se justifier. Il y a eu 2-3 marqueurs comme ça. Il y a eu lui en particulier. Il y a eu une amie de mon père qui est venue dans les premières semaines et qui m'a dit, ah non mais vous avez tout fou, vous faites des hot dogs machin, ça cartonne. Je me suis dit, ok, hot dog. Alors je sais pas que j'ai l'esprit de contradiction, mais je me suis dit, je vais encore aller plus loin que ce que j'ai envie de faire parce que je me rends compte que sinon je vais devenir bavel comme ces gens-là en fait. Et en fait ça m'a permis de me donner la force de me dire en fait non, justement il faut le faire le contraire. Il y a cette voix qui te parle et qui dit va plus loin, va plus loin parce qu'en fait c'est pas suffisant. Et au final ça aide quoi. On a l'impression que c'est un truc. Et je me suis surtout dit aussi, les gens bienveillants, au final tu vas pas en avoir beaucoup quoi. Les gens qui vraiment viennent en disant waouh. Et enfin ça c'est vrai que c'est la première confrontation importante que j'ai eue dans ce milieu-là, c'est de me dire. Alors c'est faux ce que je dis puisque il y a l'effet inverse avec le bloc de Boulogne, ce genre de gens qui viennent et qui sont merci, vraiment il y a aussi des gens qui par l'intention. Et je pense qu'à l'époque c'était plus l'intention que la cuisine parce que c'était encore fébrile pour moi. Mais voilà, il y a eu plein de clients extrêmement fidèles. J'ai eu des gens qui revenaient toutes les semaines, machin. Enfin, c'était incroyable. Du coup, j'ai eu cette chance-là de me dire qu'en fait, à Boulogne, en fait, c'est exactement l'idée que j'avais du restaurant. C'était quelque chose d'assez vivant, en tout cas au départ, d'assez vivant, où on entendait de la cuisine la salle, où on entendait les verres. Enfin voilà, les gens rigolaient et tout. C'était assez chouette, quoi. Mais c'était trop, la machine à coudre, c'était un truc à part, quoi. C'était trop petit, il y avait trop de tables. Ma cuisine, c'était un espèce, en fait, les clients étaient un peu des cobayes, quoi. C'est-à-dire que, ils venaient et puis, plus je me sentais à l'aise, plus je faisais des choses un peu déroutantes, beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Et plus je me disais, mais c'est bizarre, ça plaît au final. Ça passe. Ouais, ça passe, les gens aiment bien, tu vois, mettre du boudin noir en dessert, ça passe. Un soir, j'ai eu une table de 10 et j'ai fait un dessert à l'aubergine que je trouvais trop bon. Mais vraiment trop bon. Je me souviens plus exactement, mais il y avait une purée d'aubergine fumée, mais sucrée. Je sais plus, mais il y avait une glace, je suppose, au foin ou un truc comme ça. Et enfin, je me souviens plus de la complexité du dessert, mais on met une table et sur la table, il y a 5 personnes qui détestent le dessert.
J'ai 5 autres qui me disent c'est le meilleur dessert qu'on ait jamais mangé. Et il y a un truc qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Faut pas plaire à tout le monde, faut plaire. Vaut mieux plaire extrêmement à des gens que de plaire à tout le monde de façon assez neutre. On se parle des cuisines d'auteur, en fait, tout simplement, là. Ouais. On se parle d'une singularité. Je pense que je savais avant d'ouvrir mon restaurant que ce que je voulais faire, c'était des menus de dégustation et que je voulais exprimer quelque chose par rapport à mon ressenti. Bref, c'est pas très égocentrique encore une fois, mais non, c'est une de démarche faire perso. passer quelque chose aux gens. Et puis c'est venu, voilà, progressivement par différents faits comme ça, qu'on fait que je me suis dit, en fait, ça me construit, en fait. Elle se dessine comment, elle se façonne comment, parce que ça va durer quelques années, cette histoire de Boulogne à la machine à coudre. Comment tu vois, comment tu décrirais l'évolution de ta cuisine sur ce temps-là? Elle évolue, je sais dès le début, je l'ai dit, mais je sais dès le début ce que je veux faire. Les associations, ce genre de choses n'ont pas trop changé. Il y a eu un perfectionnement dans les cuissons et tout, mais dans ma tête, je savais que c'était pas assez non plus. En tout cas, pour ce que je voulais faire. Et pour arriver au menu déguste que je voulais faire à l'époque, il fallait que ça soit plus précis, parce que la facilité à l'époque était de se dire, comme ça arrive chez d'autres, c'est de se dire, comme je suis pas encore techniquement nickel, je mets plein de choses dans l'assiette, quoi. Et donc il y avait pour moi trop de condiments. Il y avait un condiment, une sauce, une purée, un truc, un légume cuit, machin. C'était déjà très végétal, mais il y avait une sorte de facilité en se disant, au moins dans l'eau, ça va leur plaire. Il y a un truc qui va leur plaire. Et c'est bien d'avoir la franchise de dire ça, parce que c'est très rare de l'entendre. Or, c'est un procédé, conscient ou inconscient, qui est très répandu. Non, après voilà, j'en étais conscient et je savais qu'il fallait que je fasse ça pour que ça plaise aussi. Donc du coup, il y a une proposition qui est peut-être peut-être pas inversée à ce point, mais au degré de technicité. Et plus ta technicité va augmenter, plus tu vas réduire, épurer, trouver la ligne. Parce que dès le début, je me dis, si tu fais simple, il faut que ça soit nickel. C'est plus difficile. Et du coup, tu peux pas te permettre de faire un truc à peu près. C'est à peu près bien. Non, ça passe beaucoup moins. Si t'as 2 trucs dans l'assiette. De faire un truc très épuré, et c'est à peu près bien, que de faire un truc moyen, mais avec de quoi manger dans l'assiette, quoi, en gros. Ouais. Donc c'est venu vraiment progressivement, et j'ai su analyser mes capacités assez facilement et me dire, là tu peux faire ça, tu peux commencer à faire ça. J'étais en binôme avec moi-même. Comment ça se termine? Ça se termine pas très bonne entente avec l'ex-associé, et voilà, des faits où je me rends bien compte que je suis en train de me faire gentiment avoir. Et du coup voilà, ça se termine assez rapidement, au bout de 3 ans, un peu plus de 3 ans, ou 4 ans, je sais plus. Mais ouais. Et là, j'avoue que après cet épisode-là, j'erre un peu. Je sais que dans ma tête, c'est impossible de travailler pour quelqu'un d'autre, du fait que je sois autodidacte et que ma façon de travailler est très particulière, et que dans n'importe quelle cuisine à cette époque, si j'y arrivais et qu'on me disait, ouais, t'es chef, et que les gens voient la façon dont je travaille, ils se disent, ah non, mais tu t'en vas, c'est pas possible. J'ai l'impression, tu vois, des fois d'être un peintre fou, tu vois, dans son atelier, en train de sortir tous ses pots, ses machins, faire, ah tiens, je vais mettre ça avec ça. Mais pour moi, il fallait absolument passer par là pour épurer les choses par la suite, quoi. C'est une charnière qui est très particulière, parce que mine de rien, on se parle d'association, mais c'est toi, c'est tes assiettes, c'est ta cuisine, c'est cette idée d'un endroit dans Boulogne. Quand du jour au lendemain ce truc s'éteint, ou que tu le quittes, peu importe, que ça s'arrête en tout cas, c'est un truc à vivre quand t'as porté une aventure intense, parce que forcément elle a été intense, cette aventure. Bah c'est comme honnêtement un resto, c'est comme avoir un enfant, quoi. Il y a un truc t'es lié, et puis au bout d'un moment tu l'oublies, contrairement à l'enfant, mais
Enfin, j'espère. Mais ouais, il y a un truc de déchirement, quoi, quand tu t'en vas d'un lieu comme ça, où t'as connu des émulations, des moments vibrants, des moments très très difficiles aussi, parce que forcément, voilà, quand tu débutes sans rien savoir, enfin en tout cas pas sans rien savoir, mais sans rien avoir fait avec tes mains, tu vis des moments parfois très difficiles. T'es forcément en doute, et puis quand les gens viennent te le renforcer ce doute en disant ah non c'était pas bien, ou voilà, tu te dis je vais peut-être arrêter la cuisine, parce que tu te dis en fait c'est un massacre, j'arrête quoi. Puis le lendemain, tu te lèves et bizarrement, tu recommences en disant ça n'a jamais existé. C'est très bizarre. Tu le gardes dans un coin de ta tête, mais Ça repart. Ouais, ça repart. Non, mais c'est pas mal d'errer au final. Oui, bien sûr, mais ça produit des choses qui sont pas les mêmes que quand on est en création, dans une dynamique. L'errance, c'est se regarder soi, c'est se demander où on va. Avec soi-même, et puis se faire peur aussi d'un certain côté. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis un pied dedans, que je sais que c'est ma passion absolue. Je le savais déjà un peu avant, mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Qui je vais voir? Et à l'époque, c'était moins difficile que aujourd'hui devant un resto. Mais voilà, j'avais pas de revenus et tout, donc il a fallu pendant, je sais peut-être 2-3 ans, j'ai tergiversé, j'ai aidé des amis qui demandaient à refaire une carte, j'ai fait une résidence de chef, enfin j'ai fait plein de petits trucs, mais qui clairement me permettaient pas de vivre décemment, décemment, je suis pas plein non plus, mais c'était pas suffisant, et je ne voulais absolument pas prendre de poste quelque part. Même si j'ai eu quelques sollicitations, mais ça me plaisait pas, et j'ai eu du coup une expérience dans le Vercors qui m'a fait aussi me rendre compte qu'en effet je suis pas fait pour travailler pour les autres, quoi. Le côté brigade classique avec une hiérarchie, et bien sûr qu'il faut, moi j'ai tendance à être trop cool en cuisine, bien sûr qu'il faut un minimum il faut du sérieux, ça c'est évident, c'est la base. Il faut aussi, j'estime que la cuisine c'est un endroit où on est censé s'amuser aussi, on est censé mettre à profit les qualités des uns et des autres. Enfin moi voilà, encore une fois j'ai fait du sport, et je pense qu'il y a un truc, tu mettais pas un défenseur central ailier droit, ou enfin c'est vraiment tu rassembles les forces et tu te dis voilà, lui il est quand même bien meilleur pour ça ou pour ça, il faut absolument que j'axe son travail sur ça, même si parfois ça déplaît. Je pense qu'au final ils le ressentent, quoi. Ils ressentent dans quoi ils sont bons. S'il y a une envie d'amélioration, une curiosité importante, il y a aucun problème de mon côté pour que ça se passe autrement. Mais... Je me demande après comment tu vas dessiner la sortie de cette période charnière où tu réfléchis, où tu vois bien qu'effectivement il faut quand même un modèle. Enfin, en tout cas, il faut que t'en trouves un. Parce que on peut pas papillonner en résidence quand on est chef. Non, après voilà, j'ai essayé de trouver des financements, notamment dans mon entourage proche, et puis à force d'essayer de convaincre les gens, j'ai des gens de ma famille qui m'ont prêté de l'argent. Oui, parce que il y a quand même un truc qu'il faut se dire à ce stade, c'est que t'as validé quelque chose. On est passé de je fais semblant de bosser le week-end quand mon père demande de potasser, finalement je vais bosser aussi sous son aile, je m'émancipe, je pars dans une voie qui est pas forcément cautionnée, attendue, j'ai réussi. Parce qu'il y a eu un succès d'estime tout de même autour de ce challenge qui était le restaurant à Boulogne. Ouais, c'est évident que c'est la première fois de ma vie où j'ai entendu mon père dire t'avais raison. C'est pas rien. Je trouve ça incroyable. Non, après j'avoue que la période entre les deux a été très perturbante,
parce que je pense que il y a une énergie qui est ressortie de la machine à coudre où j'étais, tu sais, comme un jeune fou, quoi, enfin un jeune foufou qui veut aller dans tous les sens sur le terrain et c'est que non, il y avait une énergie qui du coup était gâchée pour moi au jour le jour, enfin sans ego, sans dire il faut absolument que les gens voient mon talent, c'est pas ça, c'est juste je sentais que voilà, je perdais chaque jour quelque chose qui aurait pu m'apprendre, qui aurait pu me faire évoluer, que Mais en quoi c'était perdu? Ben parce que je travaillais pas en fait, j'étais pas en cuisine en train d'agir et de, comme je dis souvent à mes enfants, c'est les mots, ça sert pas à grand chose, faut agir, quoi. Et tant que t'agis pas, même les gens qui sont en école de cuisine, bien souvent tu dis le seul endroit où tu vas vraiment apprendre, c'est en cuisine. Mais c'est évident que il faut agir, quoi. Il faut faire. Et surtout, contrairement à ce que mon père me disait, il faut faire des erreurs, parce que si tu fais pas des erreurs, tu comprends pas quand t'en fais pas pourquoi tu fais pas d'erreurs, quoi. Et du coup, on vient à ça, c'est que j'ai réussi à convaincre des gens de ma famille de me prêter de l'argent pour ouvrir Horty, du coup, à Paris, dans le 9e, dans une rue étrange, honnêtement, et avec le recul, un quartier extrêmement étrange. Si c'était à refaire, je pense que je me serais jamais installé là. Il faut préciser. Rue Rodier, ouais. C'est un quartier où chaque rue, en fait, au niveau d'un emplacement, on va me dire peut-être partout, c'est partout pareil dans Paris, mais il y a des quartiers dans les quartiers. D'une rue à l'autre. Les gens ne dépassent pas certaines rues. Ouais. La rue où on était, c'était une rue minuscule où il y avait des bus qui passaient, des machins, c'était souvent le bazar, ça klaxonnait c'était un quartier dans le quartier, on était dans une rue genre petite machin. Le voisin d'en face, on pouvait pas se blairer. C'était une ambiance assez terne en fait. Même le restaurant que j'ai pris, je pense que je me suis j'ai un peu surévalué les émotions que j'ai eues, ou en tout cas les sensations quand je suis rentré dedans. Il était terne aussi, il y a un truc terne, je sais pas. Mais t'y vas quand même. Parce qu'à un moment, j'y vais quand même parce que je me dis je vais pas rester à rien faire, je vais pas me trouver des excuses et des machins. Mais en gros voilà, j'avais pas trop de repères dans le quartier. Et ouais, c'est clair que c'est pas un quartier que j'aimais. Et puis l'autre fait qui est assez important, c'est de me rendre compte que au final j'étais seul. J'avais des associés qui étaient pas de la restauration, qui comprenaient les choses plutôt de travers, en n'ayant pas de soutien, très peu de soutien, si ce n'est un soutien financier permanent qui était très dérangeant pour moi. Parce qu'il n'était pas associé à un soutien de fond. Non, j'aurais préféré qu'on me soutienne en disant ouais c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Même si j'ai pas besoin d'eux pour comment dire affirmer mes idées, mais au moins dire voilà on est derrière toi, quoi. Je me suis retrouvé seul à gérer mon truc sur place, en n'ayant que des employés. Moi, j'ai pas énormément d'employés, mais j'avais 2-3 employés. Mais moi j'étais en cuisine, quoi. Donc en cuisine, je faisais confiance à tous les employés qui venaient, qui remplaçaient les uns et les autres, parce que comme dans tous les restos, ça change tous les 6, 9, 1 an, grand max. Le plus important, en fait, c'est vraiment pas pour moi la qualité du service, 3 étoiles, le côté tout est nickel, ça en fait partie. Le perfectionnement dans le service, c'est super important. Mais le plus important, c'est l'énergie que tu fais passer de la cuisine au client, en fait. Et ça, j'en ai pas eu un seul. J'en ai peut-être eu un qui s'est démarqué, mais avoir des gens qui aiment ce que tu fais en salle et dire et le faire passer au client en disant vous sentez l'amour qui vous donne, enfin sans vouloir les non, mais c'est la figure de l'ambassadeur en fait, qui va traduire et qui est aussi porté, animé par l'idée d'aller convaincre pour celui qui est de l'autre côté de la... Ouais, après moi j'estime qu'il faut être extrêmement sobre, c'est-à-dire il faut que ça se fasse de façon naturelle, encore une fois. Oui, mais il faut être animé intérieurement, il faut avoir cette envie.
C'est peut-être un défaut aussi, j'ai jamais sorti ma pancarte en disant attention, on fait que du bio, on fait que du super produit et tout. Heureusement que les gens ont fait à notre place, ont communiqué sur ça, mais je trouve ça très vulgaire de le faire. À l'époque, en plus, c'était la mode d'écrire sur les cartes le beurre de chez machin, le brocoli de machin. Le beurre bordier. On peut plus. Mais bon. Mais voilà, enfin, voilà, ce qui me manquait, c'était Jessica. Ça, c'est beau, ça. J'espère que ça sera pas... Non, regarde. Mais non, c'est ça. Avoir un lien, en fait, et quelqu'un qui est touché par ce que tu fais et qui, du coup, laisse au client, en tout cas, la neutralité nécessaire pour qu'ils arrivent à capter le truc s'ils ont envie de le capter, quoi. Un mauvais service, ça peut... Enfin, moi, je dis toujours, hein, la cuisine, c'est pas grand-chose parce que un très très bon service avec une cuisine moyenne, t'as tendance à dire bon bah j'y retournerai certainement. Un très mauvais service avec une très bonne cuisine, tu y retournes jamais. Comment se termine l'aventure Horty? Mal. Et pourquoi? Ouais, bah, il était pas bien engagé. Mal, très mal à l'aise avec mes associés, enfin, pas en conflit parce que ça reste ma famille mais en incompréhension totale, mutuelle. Pas à l'aise parce que voilà, ils ont investi, ils ont pas retrouvé leur rond derrière. Après voilà, c'est le prix à payer quand on laisse malheureusement qu'on fait les choses à moitié et qu'on trouve une personne responsable qui se lève à pas d'heure, qui finit à pas d'heure, qui souvent dort. C'est à l'époque où on a eu notre première fille du coup. Jeanne, et des fois je dormais au resto parce qu'en fait il me restait 4 heures à dormir et voilà, c'était pas, et du coup ça s'est fini assez mal parce qu'on n'était pas en bonne posture et les gens n'y croyaient pas parce que j'ai plein de gens qui me disaient mais vous avez pas de problème à remplir, tout le monde parle de vous, vous avez des articles partout. Ah si, je peux vous montrer les réservations aussi, c'est vide tel jour. Et non, ça s'est fini, on a vendu au bon moment, juste avant le Covid, enfin, quelques mois avant. La vente a été compliquée aussi, le mec a failli pas acheter, machin, enfin bref. La période Horty, c'est pas la meilleure que j'ai eu, quoi. C'était peut-être pas le meilleur nom. Non. Du coup, j'avais encore Horty, j'ai visité ici, en plein hiver, enfin, en mois de décembre, on a fêté Noël avec Jeanne, dans une maison qu'on avait louée pas très loin. En se disant, en partant du principe, j'avais toujours ce truc dans la tête de me dire j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de m'en rapprocher, mais est-ce que c'est pas une idée? Est-ce que si t'es confronté à la dureté de certains endroits, tu vas pas te retrouver à douter et à te dire non, c'est pas ce qu'il te faut. Et aller les voir au mois de décembre, c'est la bonne. Voilà, on s'est dit il faut aller au pire moment. C'est une idée de Jessica, je crois. Il faut y aller au pire moment et voir si on se sent bien dans l'auberge. Et puis il se trouve qu'on s'est senti comme chez nous, quoi, avant même d'avoir acheté.